Parlons de capitalisation boursière ou market cap. La market cap définit le poids d'une société en bourse ou tout simplement sa valeur monétaire. Et c'est très important, car on peut supposer qu'une société pesant 50 millions d'euros est gérée relativement différemment d'un géant comme Amazon qui pèse 1,2 trillion d'euros. Et pourtant, dans les deux cas de figure, le calcul de la market capitalization est absolument identique puisqu'il est le produit du nombre d'actions émises par la valeur monétaire de ces actions. Illustration. Monsieur Mars décide de créer la société Mars. Et en étape 1, il apporte en numéraire, c'est-à-dire en cash, 100 000 euros. Lors de cette étape 1 de la création de sa société, il va pouvoir décider, dans un premier cas de figure, de créer 100 000 actions à 1 euro chacune. Ou, un autre cas de figure, est de créer 500 actions à 200 euros chacune. Dans les deux cas de figure, la capitalisation boursière de Mars vaudra 100 000 euros. Étape 2. Au fur et à mesure de la vie de la société, celle-ci va publier des résultats financiers qui seront la traduction de sa capacité à plus ou moins bien livrer son opérationnel. Et dans le cas de la société Mars, pour un capital de 100 000 euros, M. Mars supposait 200 000 euros de vente pour 10 000 euros de bénéfice, soit une marge bénéficiaire de 5%. Or, après une année d'activité, il s'avère que l'engouement pour son produit lui fera vendre non pas pour 200 000 euros, mais pour 800 000 euros de produit. Et non pas avec une marge bénéficiaire de 5, mais de 8%. Et donc le bénéfice attendu de 10 000 euros s'élèvera bel et bien à 64 000 euros. De là, on va pouvoir observer une dynamique en 3 axes. Le premier axe, c'est la revalorisation de l'action Mars. Puisque son bénéfice a été multiplié par 640%, il y a de fortes chances que son action évolue plus ou moins dans le même sens. Supposons que c'est le cas, l'action Mars va donc passer de 200 euros fois 640% à 1280 euros. Deuxième axe, qui découle du premier, est la revalorisation de la capitalisation boursière de la société, puisque toujours pour 500 actions, valant non plus 200 euros, mais 1280 euros, la capitalisation boursière de Mars vaut aujourd'hui 640 000 euros et non plus 100 000. Ce qui veut dire qu'en cas de revente, M. Mars peut s'attendre à recevoir 640 000 euros pour la totalité de ses actions. Et troisième axe de dynamique est ce que M. Mars souhaite faire de ses bénéfices. Et c'est à ce moment-là qu'il pourra soit décider de les réinvestir dans des projets pour accroître sa capacité de production, par exemple. Il pourra stocker ce cash sur son bilan pour faire face aux périodes de vaches maigres, ou il va tout simplement pouvoir décider d'en rétrocéder une partie ou son entièreté à ses actionnaires, sous forme de dividendes. Étape 3, le calcul du Price Earning Ratio, PER. Alors, le PER peut être le ratio entre le cours d'une action divisé par le bénéfice par action, ou dans une autre mesure, la capitalisation boursière de cette société divisée par ses bénéfices, et c'est celle-là que nous retiendrons. Dans le cas de la société Mars, après une année d'activité, nous avons une capitalisation boursière de 640 000 euros pour 64 000 euros de bénéfices nets. Vous aurez donc tout simplement un PER, un Price Earning Ratio, de 10, de coefficient 10. Et maintenant que vous comprenez un peu mieux ces capitalisations boursières et la notion de PER, je voudrais vous citer quelques exemples, car
Au début de cette revue, nous parlions notamment des actions value et des actions growth. Et je vous expliquais que les actions growth ou les actions de croissance, étaient notamment des actions dites chères de par leur price earning ratio. Et pour vous donner un exemple, la société Amazon est valorisée à 77 fois ses bénéfices. PayPal est valorisé à 43 fois ses bénéfices, alors que bioMérieux est valorisé à 45 fois. Si on parle d'actions value, donc celles qui sont valorisées comme étant assez bon marché avec un potentiel plus ou moins fort de rattrapage, eh bien il y a la Société Générale qui est valorisée à 9 fois ses bénéfices, Orange 10 fois et Total 13 fois. Donc, en d'autres termes, vous aurez bien compris que la société Amazon, qui est le plus flagrant, en supputant qu'ils distribuent 100% de leurs bénéfices estimés pour 2021, ils auront besoin de 77 années pour racheter la totalité des actions émises à leurs actionnaires. En le cas inverse, Société Générale, 9 années. Vous avez donc compris, d'une manière un peu plus technique, ce qu'est qu'une action value et une action de croissance de par les PER. Si ces ratios nous permettent de comparer les sociétés l'une aux autres ou une industrie à l'autre, moi ce que je vous propose, c'est que nous soyons un petit peu plus intrusifs et que nous nous aventurions dans l'analyse des comptes de ces sociétés pour les mettre à nu. Et pour ce faire, je vous propose que nous regardions 2 des 3 états financiers que sont le compte des résultats et le bilan. Commençons par le bilan. Le bilan est scindé en 2 sections. D'un premier côté de l'équation, l'actif, soit votre acquis. De l'autre côté de l'équation, vos engagements, votre passif. Commençons par l'actif. L'actif est représenté notamment par vos comptes de cash. Il est aussi représenté par votre inventaire, qui est en soi un actif pour la société. Il a aussi les créances clients, qui est l'argent dû par les clients, ce que vous avez facturé mais qui ne vous a pas encore été payé. Et il y a finalement pour certaines sociétés le goodwill. Alors bien sûr, le goodwill est plus difficile à saisir pour une petite société. En revanche, il est nettement plus évident pour des sociétés telles que Nike ou Coca-Cola, qui seraient finalement qu'un fabricant de chaussures ou un fabricant de soda ordinaire s'ils n'avaient pas leur logo et leur image de marque. La deuxième partie de l'équation est donc le passif, vos engagements. Et le passif est principalement représenté par votre compte fournisseur, qui est l'argent que vous devez encore payer à vos fournisseurs pour services rendus ou bien livrés. Vous avez aussi vos dettes à court terme et dettes à long terme. Et finalement, ce qu'on appelle en anglais le shareholders equity, qui est votre capital plus ou moins les profits ou pertes reportés. Revenons-en au bilan. Le bilan nous permet de tirer 2 analyses importantes. La première, c'est le working capital. C'est le capital ou le cash qui va être nécessaire à faire tourner les opérations de la société. À savoir, pour prendre un exemple, si vous devez 100 millions à vos fournisseurs, que vos clients vous doivent 80 millions, et que vous augmentez votre inventaire de 50 millions, vous aurez un besoin en cash de 30 millions pour terminer cette période. L'argent que vous devez, moins l'argent que l'on vous doit, et celui que vous investissez dans votre inventaire. Il y a aussi une deuxième chose importante qui est la net dette. Et la net dette, c'est de fait le cash moins vos dettes à court terme et à long terme. Et c'est extrêmement important, car une société lourdement endettée peut passer à côté de certaines opportunités, qu'elles soient le rachat d'un concurrent, qu'elles soient l'investissement dans un nouvel outil de production, ou simplement le paiement de dividendes pour satisfaire ses actionnaires. Chose qu'une société riche en cash pourra se permettre. Vous voyez l'exemple d'AB InBev qui s'est lourdement endetté
pour subvenir au rachat de SABMiller, cette dette qui aujourd'hui, ils tirent derrière eux tel un boulet. Mais la dette, c'est aussi pouvoir rembourser cette dette et payer des intérêts. Et si aujourd'hui les intérêts sont planchers, il va de soi qu'on peut imaginer qu'ils ne vont pas rester planchers les 10 prochaines années. Or, une société qui s'endette sur 10 ou 15 ans doit pouvoir anticiper l'évolution des taux. Et donc, c'est un risque sous-jacent qu'une société forte endettée porte en elle, qui est l'accroissement des taux, au-delà de manquer les opportunités dues au manque de cash. Maintenant, parlons du compte des résultats. Alors, contrairement au bilan qui, lui, fait état de la santé financière de la société depuis sa création jusqu'à date, le compte des résultats, lui, a pour mission d'évaluer la performance de la société sur une période déterminée, souvent un mois, un trimestre ou une année. Et il fonctionne de manière assez simple, puisqu'il monétise la top line qu'on appelle le revenu, et va déduire crescendo différents types de coûts pour arriver in fine à une perte ou un profit net. Je vous explique. Première étape, les revenus. Mais les revenus, c'est simplement monétiser vos ventes. On appelle cela communément la top line, parce que c'est la ligne du dessus de tout compte des résultats. Ensuite, nous allons déduire de cette top line les coûts directement associés. Prenons l'idée d'un iShop. J'achète mes produits à 10, je les vends à 12, ma marge brute c'est 12 moins 10 égale 2. Okay. Ensuite, je vais déduire les coûts opérationnels, qui sont les coûts qui sont nécessaires à faire tourner mon business. Je pense au salaire, à l'électricité, à ma camionnette. Et là, je vais arriver à ma marge opérationnelle. Ensuite, de cette marge opérationnelle, qu'on peut aussi appeler EBITDA, Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, je vais déduire ensuite Interest, Tax, Depreciation and Amortization, c'est-à-dire en français, je vais ensuite déduire les coûts qui sont nettement moins opérationnels et directs, que sont les intérêts, les taxes, la dépréciation et les amortissements. Amortissement par exemple d'une camionnette que j'aurais achetée, les intérêts que je paye parce que j'ai dû emprunter pour pouvoir avoir un fonds de roulement, et les taxes parce que comme j'ai un certain bénéfice, je paye un impôt sur le revenu. Et donc voici les différents niveaux de mon compte des résultats, la top line, la gross margin, l'operating margin et ensuite la net margin qui, si positive, suggère un profit et négative, une perte. L'analyse d'un compte des résultats permet notamment de pouvoir évaluer la performance du management sur certains messages clés prononcés durant les revues avec les actionnaires, les assemblées générales. Notamment, par exemple, la mise en place d'un plan de restructuration pour évaluer la capacité du management à délivrer des économies. Mais dans une connotation plus positive, ça peut être la capacité du management à générer une organic growth, donc une croissance organique, c'est-à-dire hors acquisition, simplement par exemple en gagnant des parts de marché. Ça peut être aussi sa capacité à générer un bon mix produit pour augmenter ses marges. Et donc, tous ces indicateurs permettent justement, donc, généralement le court et le moyen terme, d'évaluer si le management est capable de remplir ses engagements tels qu'il les a énoncés, soit à la presse, soit lors des assemblées générales des actionnaires. Je souhaite vivement que cette revue vous ait permis d'un peu élucider tout ce mystère qu'est la bourse et que sont les ratios qui y sont associés. C'est sans doute beaucoup d'informations en peu de temps. Néanmoins, je vous encourage à revisionner ceci qui est quand même un medley de tout ce qui est important à savoir pour vos débuts en bourse. Et j'espère vous retrouver très prochainement pour des analyses un peu plus pointues et plus précises sur des actions de mon choix qui constituent le portefeuille d'Elliott. Je serai ravi de vous retrouver. D'ici là, je vous souhaite une bonne santé. Au revoir.